Ambulance 13, c'est l'histoire d'un groupe d'ambulanciers, de médecins aussi, bien sûr, en première ligne pendant la guerre de 14-18. Donc un mélange d'individus, d'origine sociale, de mentalités extrêmement différentes et jetés ensemble et solidaires dans un conflit épouvantable. C'est une automobile chirurgicale comprenant tous les objets de première nécessité pour opérer en extrême urgence sur un champ de bataille pour sauver le plus de vies possible. Au début de la Grande Guerre, il existe exactement 49 automobiles pour toute l'armée française. Toutes les ambulances sont tirées par des chevaux ou des mulets. On ne voit pas d'utilité de mettre des véhicules automobiles pour tirer des ambulances pour des blessés qui ne peuvent plus servir au combat. L'autochir a été motorisé aux environs de avril 1915, juillet 1915, je pense. Il fallait aussi adapter les moteurs et les véhicules, parce que c'était pas les mêmes véhicules qu'il y avait dans le civil que ceux qu'il y avait dans l'armée. Il fallait faire des roues beaucoup plus hautes pour qu'on puisse passer dans les ornières des champs de bataille, les faire un peu plus étroites pour qu'elles puissent passer dans les tranchées. Au début de la guerre, avec les éclats d'obus, on ne sait pas très bien où localiser les éclats d'obus dans le corps. Donc Marie Curie vient de faire une invention capitale, la radio. Ici, vous avez une des premières voitures autochir, une voiture de radio d'autochir de l'histoire. Il n'y a pas de blindage en plomb, c'est simplement des planches de bois. L'opérateur prend autant de rayons que les malades qu'il radiographie. Elle possède un siège où on peut s'asseoir pour les blessures, par exemple, de la tête. Ici, comme ça. Ici, on peut glisser le brancard et cette partie-là est mobile. Donc, on peut faire des thorax, tout ce qu'on veut. Toutes les parties hautes. Autrement, on monte ici, voilà, comme ça, avec le trou pour les grands. Bon, quand il pleut, on rabat ou s'il y a besoin, on met ça. Je m'étais juré de jamais faire d'historique, tout simplement. La seule exception, donc, c'était 14-18. Et parce qu'il y a un gros travail, tout simplement, de recherche de docu. Moi, j'aime bien prendre la feuille, commencer à travailler tout de suite dessus, et puis voilà, quoi. Et quand on fait de l'historique, c'est tout simplement pas possible, parce que avant de faire la première planche du premier tome, j'ai dû attendre peut-être 2-3 mois avant de commencer à essayer déjà d'esquisser le premier dessin. Et après, l'idée, c'est, une fois que j'avais attaqué, c'était justement refermer les bouquins, et puis, comme je dessinais beaucoup les tranchées, et que les tranchées étaient souvent improvisées, côté français, et donc c'était un peu pour rester dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que improviser. Le poilu en lui-même était un personnage fascinant, qui rappelait un petit peu les grognards de la Grande Armée. Deuxième question, mon grand-père, qui a fait la guerre de 14, m'avait souvent parlé des souffrances des blessés. Un blessé, il devait attendre la fin de l'engagement, la fin de la bataille, c'est-à-dire parfois plusieurs jours sur place pour être soigné. Donc cette souffrance humaine profonde qui a beaucoup marqué les poilus et qui a beaucoup marqué ceux qui les ont entendus parler de la guerre m'a donné l'envie de parler de la médecine, des conditions dans lesquelles elle était pratiquée pendant la Grande Guerre. En principe, le médecin ne va pas plus en avant que ce poste de secours. Il ne va pas sur le terrain ramasser les blessés. En principe, ça c'est le travail des brancardiers. Néanmoins, et c'est montré comme ça dans certains moments de la bande dessinée, il est tout à fait possible que certains médecins soient allés donner un coup de main aux brancardiers qui, devant le nombre important de blessés, n'arrivaient pas à évacuer tout le monde, et donc le médecin a mis la main à la pâte. Ça, c'est à peu près certain que ça s'est produit. On en voit sur le front finalement assez peu de médecins, puisqu'on pense au début de la guerre que les blessures seront peu nombreuses, qu'elles ne seront pas graves, et que la procédure à mettre en œuvre, c'est une évacuation rapide. Évidemment, ce n'est pas du tout ça qui se produit. Les premiers mois de guerre le montrent, et très vite, le service de santé doit se réorganiser pour pouvoir faire face à cet afflux massif de blessés et à ces blessures graves auxquelles sont confrontés les médecins. On envoie en première ligne, dans les postes de secours, les premières structures
dans lesquelles on accueille les blessés après les avoir ramassés sur le champ de bataille, c'est dans ces structures-là qu'on trouve les médecins les plus jeunes. Des étudiants en médecine qui n'ont pas terminé leurs études ou des jeunes médecins diplômés qui ont souvent des grades qui correspondent au bas de l'échelle des officiers, donc des grades de sous-lieutenant ou de lieutenant. C'est le cas du sous-lieutenant Bouteloup, qui est donc un jeune interne, il n'a pas terminé ses études, et il est affecté dans cette structure sanitaire au front, dans laquelle il voit arriver, dès ses premiers instants sur le front, il est confronté tout de suite à la réalité de la mission qui va être la sienne, à savoir celle de soigner des blessés et de les mettre en condition pour organiser leur évacuation vers l'arrière ensuite. Personne n'irait un bouquin comme ça, quoi. Si on dessinait de la manière aussi crue le champ de bataille comme il pouvait être, où vous pouviez avoir le torse d'un homme qui était scotché, on va dire, sur un tronc d'arbre, par exemple, entre autres, ça c'est indessinable, ça. On assiste, je crois, dans toute la série à une ou deux décapitations, parce que ça c'était un classique aussi, hein, voilà, décapité par un éclat d'obus. En fait, ce que je dessine, un pied, un morceau de pied ou un corps décapité, il faudrait le reproduire 10, 15, 20, 100 fois, quoi. Donc j'en montre un, voilà. C'est un résumé, c'est un raccourci en fait du champ de bataille. J'aime bien dessiner les visages très proches les uns des autres, avec des regards parfois un peu en coin comme ça, où on regarde sans regarder, et puis essayer de faire passer des émotions, oui. Parce que on n'a que 46 pages pour raconter une histoire. Si on n'essaie pas de lui donner un peu d'intensité justement sans qu'il y ait du texte, pas forcément à travers le texte, donc il reste quoi, les attitudes, les expressions, les regards. Donc ça, il faut en user et en abuser le plus possible. Alors nous avons reçu une aide extrêmement efficace du service de santé des armées. Quand je dis nous, c'est le dessinateur et moi-même scénariste, parce que, bien entendu, on ne peut pas tout connaître, même si on a une passion pour l'histoire et si on dispose d'une documentation assez étoffée sur le sujet, on est toujours à la portée de petites bêtises de détails. Or, vous savez que les lecteurs sont très vétilleux et qu'ils relèvent aisément ce genre de cuir. Donc, le service de santé nous a permis de ne pas dire de bêtises. C'est un reflet le plus fidèle possible de ce qu'a été véritablement ce conflit. J'ai dû être un poilu dans une vie antérieure, je pense que c'est ça. Si on est encore là aujourd'hui, c'est grâce à ceux qui ont survécu. C'est peut-être dur à dire, mais c'est pas forcément grâce à ceux qui sont morts. Ceux qui ont survécu sont parfois devenus nos grands-pères, on peut faire des enfants. Ça permet de valoriser le service de santé qui a énormément donné pendant le conflit, puisque en termes de pertes humaines, le service de santé est celui qui a le plus perdu d'hommes après l'infanterie.